Et bonjour à chacun, bonjour à toi Samuel. Bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour David. Alors Samuel, tu es désormais un habitué, on va dire, de cette chaîne YouTube dans laquelle tu es intervenu déjà plusieurs fois sur les questions énergétiques qui sont ton sujet de prédilection. Et j'ai souhaité que tu puisses venir inaugurer une nouvelle série dans laquelle j'aimerais gentiment, au fur et à mesure du temps, prendre le temps d'interviewer mais longuement, en prenant le temps d'interviewer des personnes qui ont une pensée, on va appeler ça une pensée hétérodoxe, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas celle qui est la plus communément admise. Alors, des fois, on me demande, mais quelle est la parole que souhaite porter l'Université populaire protestante? Et ce que je réponds, c'est que cette chaîne, elle n'a pas pour objectif de distribuer la bonne parole, mais de permettre de donner la parole à ceux qui sont légitimes de pouvoir le faire, que tout le monde puisse monter en culture et en compréhension. Et puis, je fais partie de cette école de pensée qui pense que pour grandir dans sa réflexion, euh, ça ne passe pas par le fait de n'écouter que les personnes avec qui on est d'accord. Mais au contraire, c'est en se confrontant aux positions qui sont différentes que ça peut nous permettre soit de nuancer nos propres propositions et nos propres positions, soit au contraire de confirmer que nous avions raison et nous donner même davantage d'arguments pour discuter avec d'autres. Alors, il y a quelque temps, tu as publié une tribune libre dans les colonnes du magazine Christianisme aujourd'hui, avec lequel on a déjà travaillé dans le cadre de l'Université populaire, et dans laquelle tu dénonçais l'octroi des insignes de docteur honoris causa en théologie à Greta Thunberg. Alors, pour nos auditeurs qui n'auraient pas pu voir cette tribune, je la mettrai en description dans les liens. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits et puis nous donner en substance la position qui a été la tienne, pourquoi ça t'a fait réagir et tu es allé jusqu'à écrire une tribune? Il y a 3 ans, 4 ans peut-être, non 3 ans, Greta Thunberg a reçu les insignes de docteur honoris causa d'une université belge, l'université de Mons, dans un domaine scientifique, avec plusieurs scientifiques belges, des docteurs honoris causa euh, d'autres universités. On a dénoncé cela. Mhm, Greta Thunberg est une gamine qui n'a aucune connaissance scientifique. Elle a simplement trouvé un créneau pour faire de la propagande pour ses idées et lui donner un insigne de docteur en matière scientifique, c'est une injure à la science. mhm, On a écrit, on a fait des tribunes, mais ça n'a rien changé, évidemment. L'université a fait ce qu'elle voulait. Et ici, maintenant, en Finlande, c'est pire. C'est une université de théologie qui donne à quelqu'un qui n'a aucune notion de théologie, elle ne sait même pas ce que c'est la Bible, probablement, euh, lui donner un titre de théologienne, même si c'est honorifique. Je trouve ça vraiment aberrant et insultant pour les mhm, théologiens. La théologie est une science extraordinaire, avec cette dimension spirituelle en plus. Et donc, abaisser cela à un niveau tel que quelqu'un qui prenait de ne plus aller à l'école, euh, c'est incompréhensible. Mais voilà, bon, le monde est ainsi fait. Euh, il y a des choses aberrantes dans le monde et ça ne changera pas. J'ai voulu dénoncer cela, tout simplement, sachant que ça ne servirait à rien. Mais il faut quand même que les chrétiens réfléchissent 2 fois avant d'applaudir. d'accord, très bien. Alors, bon, on va prendre le temps d'aborder les multiples sujets qui sous-tendent ce débat. Mais pour commencer, je te propose de répondre à quelques questions et quelques réactions de certains de nos auditeurs. Quand je leur ai annoncé que je souhaitais t'interviewer avec ce sujet, plusieurs ont réagi et donc j'ai sélectionné quelques remarques qui m'ont censé être pertinentes. La première que je te propose, c'est une réaction. Il ne faut sur ce genre de sujet, donc sur, sur le réchauffement climatique et compagnie, n'écouter que des scientifiques dignes de ce nom. Et un autre de m'écrire quelque chose qui va avec. Monsieur Furfari est professeur en géopolitique de l'énergie et non climatologue. Donc, Samuel, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est qu'un scientifique et en quoi est-ce que tu serais légitime pour t'exprimer sur ce sujet? Hmm. Un scientifique, c'est quelqu'un qui
ça donne à la recherche de la démonstration de réalité physique avec des expériences. Tout ça a commencé d'ailleurs avec Galilée, un grand chrétien, qui, il y a un fameux livre italien qui s'appelle Galilée, l'homme divin, tellement il était inspiré de la grandeur de Dieu. J'invite les lecteurs, les auditeurs à lire des livres de Antonio Zichichi à ce sujet, le Dieu créateur. Et Galilée a lancé l'expérimentation en disant, je pense comme ça, mais est-ce que ça tient la route? Et Mhm. donc, il a commencé à faire des expériences. Et la science a toujours fonctionné comme ça. On émet des hypothèses, on les vérifie en laboratoire, et si ça marche, on établit la théorie. Et pas l'inverse. C'est l'expérimentation qui confirme une théorie. Et donc, un scientifique, c'est quelqu'un qui fait de la recherche et qui part, grâce à son intelligence, dans un domaine, il dit, tiens, je pense que ceci, et puis je vais vérifier si c'est vrai en faisant des expériences, et si c'est vrai, ben voilà, il publie un article en disant, j'ai découvert ceci, ou bien Mhm. j'ai découvert que ça ne marche pas. Parce que, grosso modo, il faut le savoir que 95% des thèses de doctorat n'aboutissent à aucune application. Mais c'est très bien, parce qu'on sait très bien où il ne faut plus chercher. De temps en temps, il y a des choses qui marchent, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est ça, ainsi que fonctionne la science. Euh, Parenthèse, tout ce qu'on dit sur le climat, ce n'est pas de la science, Ah c'est bon? de la modélisation. C'est tout à fait différent. Il n'y a personne qui a vérifié quelle va être la température dans un siècle en fonction de la quantité d'oxygène, de CO2 qu'on met dans la Terre. L'expérience n'a pas eu lieu. Ce sont des modèles. Et donc, il ne faut pas confondre modélisation et science. Bien entendu, ceux qui font de la modélisation ont une approche scientifique. Ce ne sont pas des vauriens, ce sont des gens sérieux qui font de la modélisation. Mais il ne faut pas confondre modélisation et science. Ce sont Mhm. des choses tout à fait différentes. Maintenant, je crois que la deuxième question, c'était pourquoi je suis autorisé à en parler, c'est ça? C'est ça. Ben, je suis autorisé à en parler parce que, pour deux raisons. Premièrement, tout ce qu'on dit sur le changement climatique se décline en énergie. Quand on dit qu'il y a un problème de changement climatique, on veut dire qu'il y a un problème d'émission de CO2. Et le Mhm. CO2 est produit par l'utilisation d'énergie fossile. Donc parler de climat, c'est parler d'énergie. Et parler d'énergie, c'est parler de climat. C'est la même chose. Il y a 44 ans que je m'occupe d'énergie. J'ai fait un doctorat dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé 36 ans à la Commission européenne dans le domaine de l'énergie. Et donc, je pense que j'ai les capacités de définir ce qu'est la question énergétique et donc climatique. Mais il y a une Mhm. autre raison. C'est que dans la première partie de ma vie à la Commission européenne, je me suis occupé de combattre la pollution. C'était l'époque où on devait développer des nouvelles centrales électriques et brûler du charbon, c'est vieux comme le monde, brûler du gaz aussi. Ce qu'il fallait, c'était de développer des technologies propres. Et donc, j'ai travaillé pendant longtemps à l'innovation dans le domaine de la production d'énergie Mhm. et d'électricité en particulier. Et donc, je luttais contre la pollution. Je peux le dire avec fierté. J'ai travaillé énormément pour lutter contre les pollutions atmosphériques ou des eaux, etc. Mhm. Et en 1994, le directeur général de l'époque m'appelle et me dit, vous êtes le seul ici dans la direction générale à vous occuper de pollution. Tous les autres s'occupent d'autre chose et vous vous occupez de pollution. Eh bien, je vais vous nommer responsable de l'environnement. Cadeau, une belle promotion. Et je passe donc à ce moment-là, juin 1994, du domaine de la technologie énergétique au domaine de la politique énergétique. Ce Mhm. n'est pas de la politique de politicien, hein, c'est de la politique de policy, comme on dit en anglais. 94, c'était juste 2 ans après
le sommet de Rio, Mhm, 92, où on a adopté la Convention cadre sur le changement climatique. Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'était avant la COP 1. Et moi, je suis entré dans ce dossier avant la COP 1. mhm, Et j'ai géré ce dossier jusqu'en 2000. Pendant 6 ans, j'étais le responsable du dossier changement climatique à la Direction générale de l'énergie. mhm. Changement climatique, environnement, développement durable et tout en même temps, hein. Ah ouais. Et donc, je pense que j'ai travaillé avec les mains dans le cambouis, que beaucoup de personnes qui parlent de changement climatique ne savent même pas ce que c'est. Et donc, voilà, je pense que je suis légitime pour en parler. Ensuite, enfin, pas ensuite, mais en même temps, j'ai donné cours de géopolitique depuis 2003. Et forcément, dans le cours, je dois parler de changement climatique. Et donc, j'ai approfondi mes connaissances académiques dans ce domaine aussi, parce que quand on parle de géopolitique, il faut parler pardon, géopolitique de l'énergie, il faut parler du climat, bien entendu, puisque Mhm, la Chine et l'Inde, et je suppose qu'on y reviendra, ben, émettent sans arrêt pour des raisons géopolitiques. Et l'Europe ne veut pas pour des raisons idéologiques. Et donc là, il y a un gros conflit. Et mhm. donc, en fait, depuis Rio 1992, je m'occupe de changement climatique. D'accord. Ok. Alors là, tu nous as parlé de quelques casquettes, mais il y en a une autre qui a fait réagir un de mes auditeurs qui nous m'a dit, oui, mais Monsieur Furfari est président de la Société européenne des ingénieurs et des industriels. Il baigne donc au milieu des lobbyistes des énergies fossiles en permanence. Autrement dit, est-ce que les positions que tu peux porter aujourd'hui sur le sujet, elles sont pas poussées par des conflits d'intérêts? Alors, première chose, j'ai démissionné de cette société il D'accord? y a plus d'un an. Voilà. Donc, je ne suis plus membre de cette société pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui nous occupe ici. Ok. Deuxièmement, j'ai travaillé 36 ans à la Commission européenne et je peux vous dire ce que je sais, ce qu'est un lobbyiste. Sans doute que les personnes qui ont écrit ne savent pas, n'ont jamais vu un lobbyiste. Moi, j'ai fréquenté toute ma vie des lobbyistes en tant que fonctionnaire européen. Le lobby, je m'éloigne un peu du changement climatique, mais c'est important. Le lobby n'est pas quelque chose de diabolique. C'est une grave erreur de penser cela. Un fonctionnaire, qu'il soit national à Paris ou à Bruxelles ou à New York, aux Nations Unies, n'a pas la science infuse. Hmm. Il ne connaît pas tout. Donc, quand on lui demande d'aborder un sujet, il doit le faire avec son intelligence, avec ce qu'il étudie, mais également en consultant les personnes qui travaillent dans ce domaine. Et donc, le lobby est absolument nécessaire. On confond lobby et corruption. J'ai toujours espéré que les gens qui ont dit ça ne pensent pas que je suis corrompu. Sinon, bon, tant pis pour eux. Le lobby n'est pas là pour corrompre. Le lobby est là pour défendre une position. Mais le fonctionnaire européen, ou plutôt le groupe de fonctionnaires européens, parce que je ne sais jamais de manière individuelle, ne reçoit pas un lobbyiste. Il reçoit des dizaines de lobbyistes, Mhm. chacun défendant son angle de vue. Et ce n'est qu'après avoir consulté toutes ces personnes qui sont des professionnels du dossier que la Commission ou le Parlement prend une décision en connaissance de cause. C'est vraiment être, je m'excuse du mot, ignorant de la réalité du fonctionnement des institutions internationales et même tout secours national, que de penser que les lobbyistes, c'est le diable qui vient avec une enveloppe pour te donner de l'argent pour faire ce que tu veux. C'est même offensant. Puis il y a autre chose. Après avoir travaillé 36 ans à la Commission européenne, bien entendu, j'avais un carnet d'adresses extraordinaire, mais en tant que chrétien, j'ai aussi une dignité et je n'ai pas voulu passer
barrière pour aller dans le lobby. Mhm. On m'a fait des propositions, bien entendu, pour devenir lobbyiste. Et j'insiste, c'est un métier noble, le lobbyiste. Il ne faut pas confondre le lobbyiste avec les corrompeurs. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit non, je ne veux pas le faire parce que j'ai travaillé d'un côté de la barrière, je ne veux pas aller de l'autre côté de la barrière. Mhm. Il y avait aussi une autre raison, c'est que en étant fonctionnaire européen, ben forcément, fonctionnaire tout court, ben on est tenu à un devoir de réserve, on est tenu à respecter l'institution pour laquelle on travaille. Et je l'ai fait, bien entendu. Mais les dernières années, je me sentais bien qu'il y avait de plus en plus d'idéologie dans les institutions européennes, surtout à Strasbourg. Ce n'était pas le cas avant. Certainement pas avant le traité de Maastricht. On pourrait en parler et faire une autre émission là-dessus. Mais le traité de Maastricht a été vraiment un changement total dans la façon de travailler des institutions et qui sont devenues beaucoup plus politiques. Vous savez, quand je suis rentré à la Commission européenne, les commissaires européens, c'était des diplomates. Le commissaire à l'énergie, quand je suis rentré, c'était le Belge Étienne Davignon, un diplomate. Ce n'étaient pas des politiciens. Progressivement, on est devenu d'une commission technocratique, où on prenait des décisions sur base d'éléments objectifs, ben, on est devenu de plus en plus politique et aujourd'hui, on est carrément politique. Mhm. Et donc, je ressentais ça comme un mal à l'aise parce que je me suis dit, mais bon, moi, j'ai connu les heures de gloire où on faisait du rationnel et maintenant on fait de la politique. Et donc, j'ai dit, non, je veux pas faire de la politique. Moi, je veux rester dans la rationalité. Je suis ingénieur de formation. Je veux rester dans la rationalité. Et donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire être lobby. Mhm. Très bien. Alors, aujourd'hui, je t'interviewe seul, mais à l'origine, j'ai essayé d'organiser plutôt une discussion, par exemple en invitant nos amis d'Arocha France. Tous ont décliné. J'ai failli me tourner vers Arocha Suisse, mais avant que j'entreprenne quelques démarches, j'ai lu la tribune réalisée par le président de la branche suisse d'Arocha qui m'a surpris. Le titre de sa tribune, que nos auditeurs pourront également retrouver en lien et en description de la vidéo, c'est Greta Thunberg, le courage des prophètes, et de terminer son article en soulignant le courage prophétique de Greta Thunberg. Alors, autant je suis d'accord pour écouter des pensées hétérodoxes sur pas mal de sujets. Là, autant nous avons franchi une limite qui nous place en dehors de la chrétienté. Si quelqu'un connaît une adresse d'ailleurs où je peux envoyer à Steve Tanner l'excellent livre La prophétie chrétienne dans le Nouveau Testament du docteur en théologie, un vrai celui-là, Timothée Minard, pour qu'il puisse me signifier dans quelle mesure et à quel endroit il trouve une description théologique et biblique qui corresponde un tant soit peu à cette jeune femme, je suis preneur. Cette parenthèse étant faite, revenons à notre sujet. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles tu remets en question la réalité du changement climatique d'origine humaine? Je répète ce que j'ai dit. Je me suis occupé professionnellement de ce dossier entre 1994 et 2000, c'est-à-dire pendant toute la période de négociation du protocole de Kyoto. Kyoto qui a été adopté en décembre 1997. Et dès l'adoption de ce Kyoto, j'ai lancé avec mon directeur général de l'époque, M. Benavides, euh, une stratégie post-Kyoto. Comment mettre en œuvre Kyoto? Et ça avait déjà un peu commencé avec la Convention des changements climatiques de Rio, mais avec Kyoto, ça a explosé. Je suis, modestement, celui qui a inventé le concept de demander aux villes de réduire les émissions de CO2. J'avais lancé un programme qui s'appelait euh, Maîtrise de l'énergie dans les régions et les villes. Ça s'appelait le programme SAVE, S-A-V-E, comme sauvegarder. Mhm.
sauvegarder l'énergie, sauver l'énergie, économiser l'énergie. Et grâce à ça, on a lancé toute une série de petites agences de 3 personnes dans toutes les villes qui voulaient bien le faire, avec un support modeste de la part de la Commission européenne. Ça a pris tellement d'ampleur qu'ensuite c'est devenu le pacte des maires, où il D'accord. y a je ne sais plus combien de milliers de villes qui adhèrent à ce pacte. Qu'est-ce que c'est ce pacte? C'est de dire, voilà, globalement, on dit qu'on doit réduire les émissions de CO2, mais moi, dans ma ville, je veux le faire. Eh bien, c'est moi qui ai inventé ce concept. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que je ne veux pas faire quelque chose pour le climat. Alors, pourquoi progressivement j'ai basculé? Ben, pour plusieurs raisons, mais une d'elles, c'est que j'ai eu affaire à des personnes qui n'étaient pas scientifiques et qui étaient vraiment idéologiques. Il a fallu le temps pour que je le comprenne, et progressivement, j'ai réalisé, bah oui, bah, tout ça, ça n'a plus rien à voir avec la science, parce qu'on est en train d'exagérer. C'est ça le problème. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas du métier, on va essayer de résumer. Il y a des scientifiques, la majorité de ceux qui sont connus, la majorité, large majorité médiatisée, qui prétendent que le CO2 dans l'atmosphère a un impact sur la température. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils disent que le CO2, qui ne représente que 0,04% de l'atmosphère, rien du tout, a un impact sur l'effet de serre de l'eau. Parce que le vrai effet de serre, c'est l'eau. S'il y a une vie sur Terre, c'est parce que nous avons de l'eau alentour de la Terre, dans l'atmosphère. Et cette eau est un gaz à effet de serre. Et donc, il y a une serre alentour du globe qui nous permet d'avoir une température pour vivre. Et donc, des scientifiques, pardon, disent ben, le CO2 que l'homme émet, en plus de celui qu'il respire, parce que pendant que vous me regardez, là, David, vous êtes en train d'émettre du CO2. Hein. Euh, Celui qui vient des énergies fossiles augmente le niveau de CO2 dans l'atmosphère, et ce niveau qui augmente est comme un bras de levier sur l'effet de serre de l'eau. Ça, c'est la théorie. Et puis, il y en a qui disent, oui, c'est vrai, mais cet effet de serre, on ne sait pas le quantifier. Mhm. Donc, ce n'est pas certain. On ne sait pas combien il y aura d'impact. Et puis, il y a des scientifiques qui disent, oui, il va y avoir une augmentation de la température, mais personne ne sait de combien. Et tout ce qu'on raconte dans le rapport du GIEC, c'est tout hypothèse et prévision, modélisation. C'est pour ça que je parlais de modélisation tout à l'heure. On ne sait pas ce qui va advenir. Et puis, il y en a qui disent, ben, moi, il va y avoir quelque chose, mais pas autant qu'on le dit. Un tout petit peu. Et puis, il y a d'autres scientifiques qui disent carrément, il n'y a pas d'effet de serre du CO2. Parmi ceux-là, il y a mon professeur de chimie lorsque j'étais étudiant, Monsieur Georges Guskens. Il est âgé maintenant, mais en pleine forme. Il fait beaucoup de sport, puisque, bon, moi, je suis déjà âgé, et lui, il était mon professeur. Et lui, en tant que scientifique, ça intéresse les lecteurs, on trouvera facilement le lien, il démontre par la science qu'il n'y a pas de changement climatique. Et donc, vous voyez toute la panoplie de réalisme. Les médias ne parlent que d'une partie, mais il y a tous les autres qui n'ont pas le droit à la parole, qui, dès qu'ils parlent, ils sont discrédités parce qu'ils ne pensent pas comme tous les autres. C'est là qu'est le problème. Et moi, au fur et à mesure de mon évolution, j'étais dans le premier groupe, hein, au fur et à mesure, euh, j'ai compris qu'il y a une évolution pour moi, mais je ne sais pas où m'arrêter. Je ne sais pas, par respect pour mon professeur, j'ai tendance à dire, ouais, ben, je le connais personnellement, je sais qui il est, et je sais qu'il n'a aucun intérêt à dire ça. Et donc,
bon, il m'interpelle. Et puis, il y en a d'autres qui disent, oui, mais peut-être qu'il y a un petit effet. En fait, je ne sais pas. Hmm. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule magique pour dire qu'est-ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de crise. C'est ça la grosse différence. Qu'il y ait changement climatique ou pas, ce n'est pas une catastrophe. C'est ça le message important. Hmm. Alors, justement, quelles sont les alternatives que tu proposes, toi ou d'autres, pour expliquer les changements observés dans le climat? Parce il y en a quand même. Oui, bien entendu. Depuis 1880, donc ça fait environ 140 ans, la température a augmenté de 1,2 degré. Je ne le savais pas, mais dans une réunion le mois dernier à Varennes, une réunion scientifique sur le lac de Côme, une dame grecque a expliqué que seulement 0,8 degrés sont dus au CO2. Le reste, donc 0,4 degrés, c'est dû à autre chose, autre gaz. Il n'y a pas que le CO2 qui est un gaz à effet de serre, il y a le SF6, etc., d'autres gaz industriels. Donc on parle de 0,8 degrés sur 140 ans. Et de là, on tire une ligne droite en disant maintenant ça va continuer. Sauf que même dans le rapport du GIEC avant-dernier, pas le dernier, le GIEC parlait d'une pause et le mot utilisé était un hiatus. Vous allez voir le texte et vous allez voir le mot hiatus. Par contre, on ne savait pas expliquer pourquoi tout d'un coup, ça avait augmenté et puis ça commence à se stabiliser. En fait, depuis 15-18 ans, la température oscille alentour d'un plateau. Elle n'augmente pas. La température a augmenté depuis 1880 et depuis lors, elle oscille. Alors, c'est... Ça, tu me dis que c'est le GIEC qui l'affirme? Oui, oui, D'accord. oui. Et c'est ça qui est choquant quand M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, euh, l'année dernière a dit que nous étions sur la route de l'enfer. Sous-entendu, l'enfer, c'est où ça brûle. Et dernièrement, il a parlé d'ébullition. Tous les enfants ont appris que l'eau, ça bout à 100 degrés, hein. Mais lui, il parle d'ébullition. Vous voyez les exagérations. En fait, la température, aujourd'hui, elle est stable à un niveau relativement élevé. Mais au Moyen Âge, elle était plus élevée qu'aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, vous ne saviez pas ça? C'est même écrit dans des livres chrétiens. Je vais vous envoyer une référence, David, un livre chrétien en anglais qui explique ça avant qu'on parle de la frénésie actuelle. Je vous Oui, mais explique. un livre chrétien, ça n'a aucune valeur. Il me faut un livre scientifique. Oui, oui, non, mais c'est un livre chrétien historique qui expliquait que la Ok. température était élevée. Ce n'était pas de la science, bien entendu. Que s'est-il passé? Entre le début du Moyen Âge et 1300, entre l'an 900 jusqu'à 1300, on a vécu une période de forte chaleur. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des historiens qui le disent. Cette forte chaleur a permis à la population de vivre nettement mieux. Je parle de l'Europe, hein, Mhm. de vivre nettement mieux. Pourquoi? Parce que quand il fait bon, on vit mieux. C'est quand il fait froid qu'on meurt de froid. La mort de chaleur, ça n'existe pas. Regardez en Afrique, les gens ne meurent pas à cause de la chaleur, ils meurent à cause de l'insalubrité. Et donc, le climat a commencé à se réchauffer au point que les historiens, par exemple l'italien Barbero, qui a écrit également en français, Alessandro Barbero, explique avec beaucoup de détails que la population a commencé à vivre mieux au point de s'habiller mieux et de boire du vin que les pauvres n'avaient pas avant et de manger de la viande.
Et donc, cette augmentation de température a été tellement bénéfique que le Moyen Âge, au Moyen Âge, est devenu très prospère. Donc, les gens mouraient moins et la population a augmenté. Il est 15 heures. En plus, à un certain moment, la température a commencé à se refroidir. Et en se refroidissant, il y avait moins à manger. Vous savez, cette année-ci, c'est un record presque absolu de production de céréales dans le monde, hein. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et donc, du temps du Moyen Âge, grosse production, plus de gens, parce qu'on mangeait mieux, donc on ne mourrait pas de faim. Et puis tout d'un coup, perte de la température, diminution de la température, et donc perte du rendement céréalier et de tous les autres, et donc moins à manger pour plus de personnes. Eh bien, on mourrait comme des mouches. Si vous voulez avoir les détails, vous lisez le livre de Leroy Ladurie, qui explique tout ça, et il vous donne même des graphiques avec le nombre de morts qu'il y avait par semaine dans des villes. Tout ça est historique. Et donc, la température a baissé. Eh bien, ce maximum de température qu'il y a eu au Moyen Âge est supérieur à la température que nous avons aujourd'hui. Ce qui veut dire que cette température qu'on nous présente comme une catastrophe, elle a déjà eu lieu et plus haut, et c'était une période prospère pour des gens qui n'avaient pas la maîtrise de la technologie que nous avons. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a déjà eu des épisodes plus chauds, et c'était bénéfique pour la population. Nous qui sommes aujourd'hui avec une science extraordinaire et des capacités matérielles presque infinies, ben, on ne doit pas avoir peur. Mm. Pourquoi y a-t-il ces changements? Ben, parce que c'est très compliqué. Il y a énormément de variables. La variable la plus souvent utilisée, c'est l'activité solaire, ce qu'on appelle l'irradiation solaire, qui n'est pas constante. Le Soleil n'est pas constant. C'est connu depuis l'Antiquité qu'il y a des taches solaires, il y a certaines périodes, il y en a plus. Il y a des cycles d'environ 11 années. Euh, Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a aussi l'inclinaison de la Terre qui n'est pas toujours stable. Ça varie. Ça s'appelle les précessions des planètes. Troisième élément, il y a aussi les éruptions volcaniques qui peuvent perturber carrément l'atmosphère et d'autres choses encore. Tout ça, ce sont des objets de recherche. Mais comme on n'a qu'une Terre, n'est-ce pas? On ne sait pas faire la démonstration. On fait Mm. des supputations, on fait des modèles, mais ce n'est pas de l'expérimentation. Ok. Mais comment est-ce que alors tu expliques le consensus scientifique écrasant sur la réalité du changement climatique d'origine humaine? Ben, parce que c'est facile de suivre tout le monde, hein. C'est facile de suivre les Nations Unies. C'est beaucoup plus difficile d'avoir la position que j'ai. Euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a les médias vendent ça facilement et donc ça, ça, ça court. Et puis il y a trois raisons. Hein, ça, c'est la raison globale, je veux dire. Et puis il y a trois raisons. La première raison, c'est la chute du communisme. On est loin, n'est-ce pas, de toutes nos questions. Il faut savoir que pendant 70 ans, euh, le communisme était une raison politique, une idéologie, appelez ça comme vous voulez, même une science, qui était vraiment imprégnée dans la population européenne. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de Georges Marchais, qui était le président du Parti communiste français, ou le secrétaire général plutôt. Bon, c'était un monsieur avec une verve extraordinaire. Moi, j'étais adolescent à l'époque. On restait bouche ouverte devant ce monsieur, tellement il parlait bien et il était convaincant, de sorte qu'il y avait plus d'un tiers des Français qui votaient communistes. Mm. En Italie, c'était la même chose avec monsieur Berlinguer. En Espagne aussi. En Allemagne, ce n'était pas des communistes, mais c'était des sociodémocrates. Mais bref, il y a eu dans la période après-guerre une forte sensibilité au socialisme ou au communisme
dans le peuple européen. Aussi parce que la propagande soviétique fonctionnait bien et la propagande soviétique montrait les beaux côtés du socialisme et pas les vilains côtés. Et donc, toute cette génération qui a cru à cette idéologie, mais lorsque le mur est tombé en 1989, ça s'est effondré. Et il y a des personnes qui ont eu du mal à accepter cela. En fait, ce qui s'est passé, c'était la victoire de l'économie de marché sur l'économie planifiée. Mhm. Mais tous ceux qui étaient encore des nostalgiques de l'économie planifiée ne voulaient pas admettre que l'économie de marché avait un intérêt. Et donc, ils ont inventé une nouvelle métaphore. Le mot n'est pas de moi, hein. Je peux vous donner, dans mes livres, j'explique l'origine de ce mot métaphore dans notre contexte. Il fallait inventer une nouvelle métaphore pour, voilà, pour ne pas abandonner la lutte contre l'économie de marché. Et pourquoi l'économie de marché a fonctionné? Parce que l'économie de marché a apporté du bien-être matériel. Et le bien-être matériel est venu par la consommation d'énergie. Je ne parle pas de morale et d'éthique ici, hein, Mm. des choses disjointes. Mais faut être vraiment malhonnête pour refuser de dire qu'aujourd'hui on vit mieux qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, Mm. point de vue matériel. Ça, c'est possible parce qu'on consomme de l'énergie. Et là, c'est mon métier, n'est-ce pas? On consomme de l'énergie et l'énergie donne des solutions pour le bien-être matériel. Vous allez dans un hôpital, ben vous voyez tout ce que vous regardez alentour de vous dans un hôpital, c'est de l'énergie. Et donc, cette victoire de l'économie de marché était basée sur l'utilisation massive de l'énergie. Et certaines personnes qui n'acceptaient pas ça, ben, se sont pris à l'énergie fossile, tout simplement, et nucléaire aussi en même temps, parce que les deux sont liés. Donc, le premier groupe, c'est des gens qui refusent l'économie de marché, et donc son symbole qui est surtout le pétrole et les autres énergies fossiles et le nucléaire. Le deuxième groupe, ce sont les politiciens. Parce que les politiciens, ben, faut dire que les politiciens de l'Europe occidentale ont eu un beau succès en remportant la victoire sur l'économie planifiée qu'il y avait dans les pays d'Europe centrale et orientale. La preuve, c'est qu'ils sont tous venus dans notre économie de marché. Et donc, on se retrouvait avec une table vide. Je pourrais vous donner des détails, hein, Mhm. mais je ne va pas faire trop long. Mais je vous assure que je ne vais pas donner les noms maintenant, mais quelqu'un qui dirigeait l'Europe avait une table vide. Qu'est-ce que je vais faire? On a réussi l'élargissement, on a incorporé 10 pays d'un coup, qui étaient des pays socialistes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, quelqu'un, je connais les détails puisque c'est mon métier, et j'étais là, quelqu'un a dit, ben, vous savez, on va vendre le changement climatique. Ah, bonne idée, on va vendre le changement climatique. Et donc la politique a bondi sur ce nouveau dossier du changement climatique. Je connais tous les détails, hein, mais bon, ce n'est pas le moment de le faire ou de le dire. Le troisième groupe, et là, je crois que nos auditeurs vont être plus surpris, ce sont les industriels ou les financiers, le monde de l'économie. L'Union européenne s'est battue pendant des années contre ce qu'on appelle les aides d'État. C'est normal, à partir du moment où on crée une nouvelle entité économique, il ne faut pas que la France aide ces entreprises en difficulté parce que l'Italie ne peut pas le faire ou n'a pas envie de le faire et donc il y aura un biais dans l'économie. Et donc, une des politiques les plus importantes de l'Union européenne, de la Commission européenne, pardon, c'est le contrôle des aides d'État. On ne peut pas donner de l'argent, sinon vous faussez tout. Grâce au changement climatique, on a ouvert les portes des jackpots. Mhm.
des pluies de milliards qui viennent sur les industriels. On ne va pas aborder la question, mais j'ai écrit un livre tellement j'étais en colère sur l'hydrogène. J'ai travaillé dans la première partie de ma vie sur l'hydrogène, et même pendant le changement climatique, parce que pendant cette période-là, vers 2000, un peu avant, non, c'était avant 2000, euh, 95, on a lancé une politique de production d'hydrogène, justement pour répondre à Kyoto. Et c'était mon dossier. On lance la politique d'hydrogène qui est une aberration chimique. Je pèse mes mots. Aberration chimique. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards. Et les industriels ne prennent aucun risque. Il y a de l'argent public, de nos taxes. Et donc, vous voyez, le comble, c'est que beaucoup d'auditeurs pensent que je suis payé par les lobbyistes pour défendre les industriels, alors que les industriels profitent de cette politique du changement climatique. Ce sont eux les Mhm. profiteurs. Alors, Et si vous allez au rond-point Schuman à Bruxelles ou bien à la place de Luxembourg à Bruxelles, où il y a les institutions européennes, vous allez voir plein de lobbyistes qui se frottent les mains de tous hmm. ces milliards. Et donc, vous ne trouverez pas, et ça c'est important pour le monsieur ou la dame qui a dit que je suis président de la Société des ingénieurs et donc lobbyiste, euh, vous ne trouverez pas à Bruxelles un lobbyiste industriel qui vous dit ce que je vous dis. Aucun. Ils sont tous réchauffistes. Tous. Donc, quand vous disiez tout à l'heure comment ça se fait qu'il y a tant de scientifiques, eh ben moi je vous réponds, et comment ça se fait qu'il y a tant d'entrepreneurs qui utilisent cet argument du climat? Alors là, je vais devancer un commentaire qui arrivera si je pose pas la question. Mais si je résume un petit peu ce que tu viens de nous dire, pour toi, ça serait une alliance de communistes, de politiciens et de financiers industriels. Est-ce que ça serait pas une pensée un peu complotiste? Ah non, moi je suis pas complotiste. Euh, je, je suis un scientifique. Je suis pas un complotiste. Ça, je m'insurge contre. Est-ce que, du coup, Parce que, pas que tu dis que je suis complotiste, bien entendu, tu n'as pas dit ça. Mais je ouais. m'insurge contre tous les complotistes. Et je Hmm. suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont complotistes qui vont regarder cette vidéo et qui vont être fâchés avec moi parce que je ne suis pas complotiste. Il n'y a pas quelqu'un qui tire les ficelles. C'est pas vrai. Ce sont des alliances objectives. Chacun défend son intérêt. L'industriel, il ne défend pas l'intérêt des marxistes, hein, Hmm. et le politicien ne défend pas nécessairement l'intérêt des marxistes et les marxistes de l'industriel. Ce sont des intérêts disjoints. Et Ok. tous convergent vers cet intérêt. Hmm. Ok. Si on revient au GIEC, là par contre, euh, c'est des, c'est des scientifiques et qui concluent au réchauffement climatique. On est loin de ces industriels, de ces communistes et de ces politiciens. Oui. Il y a aussi la communauté scientifique qui évite tout ça. Vous savez, quelqu'un qui voulait étudier les glaces de l'Arctique avant la politique du changement climatique avait toutes les peines du monde pour trouver des crédits, pour Mhm. aller faire des expériences en Arctique et sonder. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas dans un programme de recherche changement climatique, vous n'obtiendrez jamais de financement. Et donc, c'est triste à dire, mais vous savez, un scientifique, c'est un pêcheur comme les autres, hein. Il ne faut pas croire qu'un scientifique est foncièrement honnête. Il y a des gens foncièrement honnêtes dans les scientifiques, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et puis, faut-il vraiment être malhonnête pour appuyer toujours sur le même sujet? Pas nécessairement, ils ne sont pas nécessairement malhonnêtes, mais on met en avant ce qui a un intérêt et on oublie tout le reste. Je prends un exemple récent. La semaine dernière, j'oublie son prénom,
mais son nom de famille c'est Brown, a publié un article où il a expliqué qu'il était, qu'il est climatologue et qu'il a écrit un article sur les incendies en Californie. On pourra mettre les liens après au montage parce que ça Tout vaut à la fait. peine que les gens regardent ça, hein. Et dans cet article qu'il a publié la semaine dernière, il explique, j'avais envie que cet article soit publié dans une des plus revues prestigieuses de publication d'articles scientifiques. Et il a choisi la revue Nature, Nature. Oui. Et son article a été publié. Mhm. Et dans l'article maintenant, le nouvel article qu'il vient de publier, il explique qu'il a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Parce qu'il dit, si j'avais dit toute la vérité, mon article n'aurait jamais été publié. Parce qu'il y a une multitude d'autres raisons pour lesquelles il y a des incendies en Californie. Moi, j'ai analysé une petite partie qui est vraie. C'est pas un manipulateur, il n'a pas triché, Mhm. mais il a omis de donner toute l'image. Et donc, je crois que c'est un exemple typique de ce qui se passe dans la science. Si vous osez dire quelque chose qui ne correspond pas à la vision précise du monde, ben, vous avez des ennuis. Je peux donner un autre exemple. Vas-y, on a le temps. C'est une personne que je connais depuis des années dans le domaine de l'énergie, le professeur Alimonti de l'Université de Milan. Il a publié avec d'autres chercheurs un article où il analysait, sur base de données officielles, est-ce que l'augmentation du CO2 augmente les risques d'événements majeurs. Et il a étudié tout cela, c'est un article assez long, et il a été publié. Son article a été publié, et l'article ne disait pas ni oui ni non. Mhm. Il disait, dans, sur base de données officielles, on ne peut pas affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas corrélation entre les émissions de CO2 et les événements majeurs, naturels Mhm. majeurs. L'article est publié, téléchargé 8000 fois, et puis il est téléchargé par un activiste en Australie qui, choqué de cet article qui ne dit pas qu'il y a une catastrophe, a contacté un journaliste dans le périodique, le quotidien anglais, britannique, The Guardian. Mhm. Et ce journaliste a écrit au rédacteur en chef du journal en disant, écoutez, je trouve ça scandaleux, c'est pas normal qu'on dise des choses pareilles. Bon. Pourtant, l'article était basé sur des données du GIEC, hein. Alors, le journal a ouvert une enquête. Ils ont contacté la personne qui gérait cette analyse peer review, comme on dit, hein. Donc, quand vous voulez publier un article, vous l'envoyez à un journal et le journal le donne à quelqu'un qui choisit des personnes compétentes pour analyser la rigueur de cet article. Et donc, l'article était passé par cette étape et il a été accepté. Il n'y avait rien à redire. Mais sous les pressions de ce journaliste de Guardian, ils ont paniqué Mhm. et ils ont demandé de refaire une autre analyse. Et le papier a été renvoyé à trois personnes. Deux ont dit, mais il n'y a rien à redire à ce papier, il est tout à fait normal. Et une a dit, non, je ne trouve pas qu'il est bien. Eh bien, cette personne a remporté et l'article se retrouve maintenant sur Internet avec mon retracted, Mhm. retranché. Tout simplement parce que cet article ne donne pas une panique. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de corrélation, il dit on ne sait pas le dire. Mhm. Et ça, c'est le caractère vraiment scientifique. On ne peut pas affirmer des choses qui ne sont pas. Et donc, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut le dire. Et vous voyez, là, on est dans un monde où
Ben oui, si vous ne dites pas comme tout le monde, ben vous êtes ostracisé, comme moi je suis ostracisé. Hmm. Est-ce que tu serais prêt à changer d'avis si des nouvelles preuves scientifiques convaincantes étaient présentées en faveur du changement climatique d'origine humaine? Mais tout le monde doit être prêt à changer d'avis, y compris ceux qui pensent qu'il y a un réchauffement alors qu'il n'y a pas de réchauffement. Vous avez vu 0,8 degrés sur 120 ans, 140 ans. Ici, le problème, c'est qu'on est loin de la science. Quand le secrétaire général des Nations Unies vient vous dire qu'on est en train de bouillir, alors qu'on est dans un plateau, d'après ses propres données, vous voyez bien que ça n'a plus rien de scientifique, quoi. On a dérivé. Donc, c'est là le problème de notre société. C'est qu'on Hmm. a dérivé complètement dans une idéologie qui, heureusement, va se casser la figure. Parce que Talleyrand l'avait dit, hein. Talleyrand avait dit que tout ce qui est excessif n'est pas crédible. Et ici, c'est ça qu'on est dans l'excès. Venir dire qu'on est en train de bouillir alors que la température est stable depuis une quinzaine d'années et qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire demain. Ce matin, j'ai entendu par hasard à la radio un climatologue belge qui disait qu'on va augmenter de 4 degrés. Il faisait peur à tout le monde en disant qu'on va augmenter la température de 4 degrés. Mhm. La température a augmenté de 0,8 degrés à cause du CO2 sur 140 ans. Mais là, lui, il parle de 4 degrés. Monsieur Jouzel, le fameux climatologue français, là, il y a 2 ans, lorsqu'il faisait bien chaud, plus chaud que cette année-ci, il a dit, bah oui, mais c'est normal, on va augmenter vers 3 degrés. J'ai contacté un climatologue belge et en lui demandant, mais c'est vrai qu'on va vers 3 degrés? Il m'a dit, jamais de la vie. Le GIEC dit qu'on n'ira pas vers 3 degrés. C'est hautement improbable. Mhm. Parce que tout ce que le GIEC dit le qualifie toujours avec euh, il y a toujours un qualificatif pour dire probable, peu probable, improbable, certain. Et donc, les 3 degrés que M. Jouzel a mentionné il y a 2 ans ou 3 ans, Mhm. très peu probable. Aujourd'hui, un climatologue belge disait 4 degrés. Mais les gens qui ne connaissent rien, ils gobent ça, évidemment. Mais le GIEC ne parle pas de 3 degrés. Il parle de 1,5, 2, pas de 3. Ben, c'est énorme, vous savez, puisque en 140 ans, on a augmenté de 0,8 degrés, passer de 0,8 à 3 ou à 4 degrés, mais c'est énorme comme changement. Hmm. Plus c'est gros, plus ça passe. Justement, en parlant d'excès, si tu es contre les réductions de CO2, c'est que tu es pour le consumérisme et la continuation des profits sans limite. Est-ce que ça serait pas accepté d'avoir pour maître Mammon, dénoncé par Jésus? Ça, c'est vraiment, je vais employer le mot malhonnête de dire ça. J'ai commencé par vous dire que j'ai été responsable de la protection de l'environnement Hmm. et que j'ai fait beaucoup plus que tous ces gens qui parlent pour lutter contre les pollutions et même contre le changement climatique. Non, le problème n'est pas là. Et la question est tout simplement, quelle place a l'homme sur la planète? Quelle place a l'homme sur la planète? Est-ce que l'homme est le centre du monde ou bien la nature est le centre du monde? L'homme consomme, du moins toi et moi, pas pour le plaisir d'émettre du CO2. C'est pas jouissif d'émettre du CO2. On consomme pour avoir une qualité de vie. Le CO2 est un sous-produit de la qualité de vie. Ce n'est pas le but. Maintenant, venir parler de consumérisme, c'est vraiment disproportionné par rapport au problème. Qui est en train de dire qu'il faut gaspiller l'énergie? Qui est en train de dire qu'il faut jeter l'argent par la fenêtre quand on chauffe? C'est grotesque de dire des choses pareilles. Il ne faut vraiment pas être très intelligent pour parler comme ça. Je m'excuse, hein, mais ça commence à bien faire. Qu'est-ce que ça a à voir, le consumérisme? Il y en a même certains qui disent que je suis pour les capitalistes.
Mais pourquoi? Pourquoi suis-je pour le capitaliste? Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je dis simplement que l'homme est le centre de la vie et l'homme a besoin de vivre. Et pour bien vivre, il faut de l'énergie. Hmm, Le but n'est pas de produire du CO2. Le but n'est pas de s'enrichir. Ça, c'est vraiment mal comprendre le message chrétien. hmm. Le message chrétien, c'est que Dieu nous demande de croître en population. Et pour ça, il faut un peu plus chaque jour, puisque la population augmente. Si on appelle ça du consumérisme, alors voilà, je suis consumériste. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les enfants qui vont naître en Afrique aujourd'hui aient à manger, Hmm, une scolarité et des soins de santé. Et ça, c'est impossible sans énergie fossile. hmm. C'est ça l'objectif. Il faut dire haut et fort que si vous aimez l'homme, si vous trouvez injuste ce qui se passe dans les pays pauvres, il faut consommer de l'énergie, quitte à produire du CO2. Alors justement, Samuel, tu parles de fraternité. C'est une valeur chrétienne. Pour conclure, qu'est-ce que tu proposerais alors comme vision ou comme élan pour les chrétiens qui souhaitent vivre en accord avec leur foi, puissent en même temps ben, prendre soin de celui qui souffre aujourd'hui de cette précarité énergétique dont tu parles, et en même temps cette prise en soin de l'environnement pour cette responsabilité aussi qui nous a été donnée d'être des bons gestionnaires. Euh, tout ça sans tomber dans un excès ou dans un autre. Quelle position tu proposerais? Tout d'abord, d'avoir conscience que dans les années 1960-70, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de pollution. C'était pas ainsi lors de le début de la révolution industrielle. Il suffit de voir toutes ces images avec des cheminées qui crachaient du feu, des fumées noires. Aujourd'hui, c'est fini. Mais encore hier, j'ai vu une image de centrale nucléaire avec de la fumée noire qui sentait. Donc c'est du mensonge, quoi. Il n'y a rien de noir qui sort d'une centrale nucléaire. Mais voilà, avec Photoshop, on fait ce qu'on veut. Donc, on a pris conscience que pour la santé de l'homme, pour la santé des oiseaux, des cours d'eau, on ne doit pas polluer. Ça, c'est acquis. Il ne faut pas revenir là-dessus. Il ne faut pas discuter de ça. Il y a des milliers de pages de législation. Ce qui n'est pas acquis, c'est de donner de l'énergie à nos frères humains. Ça, c'est pas acquis. Je peux vous donner des graphiques avec un zoom, ça ne marche pas facilement, mais je vais peut-être les poster où j'ai montré avec des données des Nations Unies et de la Banque mondiale que l'espérance de vie dépend de la consommation d'énergie. Tant qu'on est en dessous de 80 gigajoules par habitant et par an, l'espérance de vie est basse. Et parfois, elle est de 55 ans. Et dès qu'on consomme un peu d'énergie, c'est presque une verticale, hein. Et dès qu'on consomme un peu plus d'énergie, l'espérance de vie augmente. Nous, en Europe, nous avons une espérance de vie de 80-85 ans. Plus loin, il y a des gens qui consomment jusqu'à 400 gigajoules dans les pays du Golfe, par exemple, par habitant. L'espérance de vie ne change pas. Ce qui veut Hmm. dire que ça ne sert à rien de gaspiller. Mais si on veut que les gens vivent et ne meurent pas, nous, chrétiens, on doit dire qu'il faut donner de l'énergie aux pauvres. Pas donner gratuit, leur dire faites comme nous, développez-vous avec des énergies fossiles. Vous allez en tirer un profit énorme. Et donc, le chrétien doit cesser de faire croire que tout va mal. C'est faux. Dieu a établi son trône dans les cieux, dit le psaume 103. Et il fait ce qu'il veut. Et il gère le monde. On est dans un monde depuis la chute, dans un monde de pécheurs, mais on est aussi dans un monde de grâce avec Jésus-Christ. Et cette grâce, c'est aussi l'intelligence que Dieu donne à l'homme. Il n'a pas enlevé l'intelligence lors de la chute.
Et l'homme, il a la capacité qu'a Dieu de créer, pas la même, bien entendu, mais Dieu étant créateur, il a donné à l'homme la capacité de créer. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs à partir de la matière que Dieu a donnée, c'est-à-dire la nature. Dieu nous donne la nature et l'intelligence, et il nous dit, allez, hop, continue. Et nous devons continuer. On continue de manière intelligente, pas pour un gain sortide, comme dit la parole de Dieu. On n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour le bien commun. Mm. Vous savez, il faut comprendre comment fonctionne le monde de la croissance économique. Quand il y a eu plus de monde dans... J'espère qu'on n'est pas trop long là, David. On est trop long Ça si va? on est... Non, non, tout va bien. Quand on a commencé à avoir une population en croissance, ben, il a fallu produire plus de nourriture, c'est-à-dire travailler plus la terre. Et donc, il a fallu construire des outils pour travailler la terre. Ben, les outils, au début, c'était une branche de bois avec une corne et un cheval, mais le cheval devait manger, enfin, ou le bœuf devait manger. Donc, il fallait aussi de la nourriture pour ces animaux. Et puis, on a inventé la charrue. Ben, la charrue, c'est du fer, ou de l'acier plutôt. Et pour faire de l'acier, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut du fer. Et pour faire du fer, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut une mine. Donc, il faut des mineurs. Mais transformer le minerai de fer en acier, ben, il faut de l'énergie. Mm. Et donc, si vous voulez avoir une charrue, il vous faut un mineur, un forgeron, au moins. Mm. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui où il faut des gens qui gèrent le zoom. Et nous faisons partie de ce monde. Moi, je trouve ça merveilleux. Colossiens 3, 23. Faites tout comme vous, si vous le faites pour Dieu dans votre vie. Moi, quand je parle d'énergie, je le fais comme si je parle pour Dieu. Parce que je sais que je veux faire quelque chose pour l'autre. C'est pas pour moi. Et ça change complètement la vision du monde. Le progrès, c'est le progrès pour le bien de l'autre. Mm. C'est pas pour s'enrichir. Il y a des gens qui le font pour s'enrichir, bien entendu. Il y a des vilains capitalistes, employons le mot, qui s'enrichissent et qui gaspillent. Mais la majorité des gens ne sont pas comme ça. La majorité des gens qui travaillent pour le bien commun. On est tous dans une fraternité, là. Donc, le monde a besoin de cette fraternité qui ne peut vivre qu'avec du progrès. Et le progrès n'existe que parce qu'il y a du travail. Et le travail, c'est la même notion que l'énergie. Les étudiants étudient au collège que le travail se mesure en joules et l'énergie se mesure en joules. Joule et travail, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je l'ai dit la semaine dernière dans une conférence, je n'avais jamais pensé à ça, que la Bible parle énormément d'énergie. Le mot énergie n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible parle énormément de travail. Oui. Et le travail, c'est de l'énergie. C'est la même chose. Travail et énergie, c'est la même notion physique. Et donc, quand Dieu crée l'homme et lui dit, allez, maintenant travaille pour faire ton boulot de croissance et de multiplier et de gérer la terre et de j'emploie le mot biblique, hein, la dominer. Mais dominer dans un sens de, voilà, de la contrôler et d'en être le gardien. Mais c'est de l'énergie. Allez, dépense de l'énergie pour faire ça. Donc voilà, ayons une vision positive parce que c'est notre devoir de fraternité de pourvoir à du travail pour tout le monde. Mm. Tous ceux qui travaillent contribuent au travail de quelqu'un d'autre. Et sans ça, on est dans la misère. Mhm. Merci beaucoup, Samuel. Alors, en projetant d'organiser cette discussion, bah, je m'attendais à être surpris. Ce fut le cas. À plusieurs moments, j'ai été surpris, dérangé, interpellé. J'imagine que c'est le cas aussi des auditeurs qui sont venus jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé au bout de cette discussion, bah, félicitations. Je ne sais pas si ça a modifié votre vision ou ça a renforcé votre vision en fonction de ce que vous pensiez avant d'arriver sur cette
vidéo. En tout cas, moi, je trouve que c'est très constructif et je suis très content d'avoir eu cette discussion avec toi, Samuel. Et comme je suis très content d'avoir les prochaines discussions que j'aurai avec Jean-François Mouot ou avec d'autres pour pouvoir continuer à- comme le fer aiguise le fer. Des fois, ça fait des étincelles, mais on en sort tous aiguisés et ça m'intéresse. Alors, merci à chacun, merci à toi, Samuel, et puis à bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt et merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.